je sais que c'est pas pour rien que je viens chez vous. Parce qu'aujourd'hui, on me donne la parole et que c'est le moment. Et je pense qu'il aura fallu que je traverse ces 3 cancers pour oser me montrer, pour oser en parler, pour oser dire les choses vraies, pour oser dire ce qui s'est réellement passé. Sabrina Roy a choisi Entre vous et moi pour oser libérer les mots qui rongent son corps de l'intérieur. La douleur insidieuse et assassine d'une mère privée de sa fille depuis 11 ans, après une rupture avec son ex-conjoint. Et c'est à partir de ce moment-là que tout bascule, puisqu'à partir du moment où je suis enceinte, eh bien son papa montre son vrai visage. Il m'a dit, de toute façon, tu n'auras plus ta fille. Sabrina Roy est une survivante, une double ablation des seins, comme si la vie avait inscrit sur son corps le désespoir d'une mère. Pourtant, Sabrina va trouver la force de réécrire son destin en faisant tatouer sur sa poitrine mutilée le livre qui va lui redonner vie. Alors, je crois que ça m'a sauvée, mais vraiment. C'est-à-dire que j'ai réalisé, une fois que je l'ai vu, que j'étais enfin moi. Et surtout, j'ai l'espoir, je reste en vie aussi, ça m'a aidée aussi parce que j'ai toujours l'espoir de revoir ma fille, évidemment. Pour Entre vous et moi, voici le récit bouleversant d'une renaissance. J'ai la grande chance d'avoir toujours cette petite flamme en moi. C'est comme si j'étais pas toute seule en moi et qu'on me disait « vas-y, continue » parce que la vie mérite d'être vécue et que même si tu vis des choses hyper compliquées, les plus dures possibles, que tu es au fond du gouffre, il y a toujours, à un moment donné, une petite étincelle qui permet de reprendre goût à la vie et d'y croire et de se dire mais peut-être que ça va s'arranger. Bonjour tout le monde, c'est un bonheur de vous retrouver sur Entre vous et moi, votre émission à la maison, puisque oui, les studios sont chez moi et je vous accueille avec bonheur et je vous sais toujours nombreuses et nombreux à nous écrire, à nous aimer, à partager nos émissions, à vous abonner, à nous laisser des petits commentaires et puis à vous rendre compte combien les témoignages que nous vous proposons vous permettent de réfléchir, d'écouter, d'aimer, de ressentir et certainement, quelque part, sauver quelqu'un. C'est peut-être vous, ce sera peut-être une amie à vous, un ami, ou peut-être vous-même demain. Alors continuez d'être présente et continuez de nous écrire parce que figurez-vous que l'invité que nous recevons aujourd'hui est une personne qui nous a laissé un message, comme ça, une petite bouteille à la mer et cette bouteille est parvenue jusqu'à nous a touchés profondément et nous avons donc souhaité accueillir et recueillir la parole absolument. Les mots sont difficiles à trouver tellement son histoire est intense, émouvante. Oui, je crois que cette personne est absolument extraordinaire dans le sens même du terme. Bonjour Sabrina Roy. Bonjour Dominique. Sabrina, on a passé plus d'1 heure à discuter ensemble. Oui. De ton histoire. On va se dire tu, je pense. Avec plaisir. L'histoire d'une femme, comme vous la voyez, qui a décidé de se mettre à nu. Pour elle, pour vous, pour nous. Et puis, je pense, pour l'enfant que tu aimerais un jour retrouver, ton enfant. Exactement. Oui. Qu'est-ce qui t'a décidé à nous écrire ? J'ai voulu parler de mon expérience, mais pour aider les autres. Parce que, ayant subi donc 3 cancers du sein, j'ai compris beaucoup de choses pendant tout le processus des traitements et des interventions, etc. Il m'aura fallu du temps pour comprendre réellement beaucoup de choses, mais en tout cas aujourd'hui, j'ai envie de servir à quelque chose. Être utile. Être utile et ça ne me quitte plus. Et nous te remercions sur Entre vous et moi d'utiliser ce mot être utile parce que s'il est une mission que nous sommes fixés avec toute l'équipe d'Entre vous et moi, avec
Franck, mon collaborateur et producteur, avec Ibo, notre photographe, eh bien, c'est d'être utile pour quelqu'un, quelque part. Alors quand on te regarde, Sabrina, quand vous regardez Sabrina, je pense que vous voyez toutes et tous ce très joli dessin que tu portes sur la poitrine, ce soleil. Exactement. Comme un livre ouvert qui se trouve sur ta poitrine, en tous les cas peut-être à la place de ta poitrine. C'est ça. Donc c'est vraiment... Si je dois raconter cette étape-là, vraiment, je pense que ça a été la clé. Ça a été... voilà, il y a eu l'avant et après tatouage. Sachant que j'avais jamais pensé de ma vie me faire un tatouage sur le corps. Et que lorsque j'ai découvert l'association qui permettait d'avoir ce tatouage, tout a basculé vers le positif. Je me retrouvais donc avec les cicatrices de la mastectomie bilatérale. L'ablation totale donc, des seins. Et il n'y avait pas de solution pour moi pour une reconstruction. Il y a beaucoup de possibilités, avec des prothèses, avec un transfert graisseux, etc. Dans mon cas, c'était pas envisageable. Donc, j'étais en train de faire le deuil, en tout cas j'essayais de faire le deuil de cette non-reconstruction. Et je n'avais jamais entendu parler d'un tatouage thérapeutique et artistique. Et ce jour-là, j'étais dans ma salle de bain et je crois que j'allais prendre ma douche. Donc j'avais vraiment mon miroir en face de moi avec les cicatrices. J'étais un peu désespérée quand même à l'idée de rester comme ça. Et je sais pas, je suis tombée, j'avais mon téléphone dans la salle de bain, j'écoute souvent de la musique, beaucoup de sketchs aussi pour me faire rire, pour garder le moral. Et à ce moment-là, je suis tombée sur l'association qui proposait justement ce tatouage artistique et thérapeutique. Sœur d'encre. Sœur d'encre, exactement. Dont nous parlerons, évidemment, pendant l'interview. Et bien plus qu'un tatouage, c'est, je pense, un geste existentiel. Exactement. Qui peut-être... c'est symbolique. Ça t'a permis de sauver ta peau ? Alors, je crois que ça m'a sauvée, mais vraiment. C'est-à-dire que j'ai réalisé, une fois que je l'ai vu, que j'étais enfin moi. Parce que l'écriture, c'est ma passion depuis petite, que je cache un petit peu cette passion, parce que je ne me sens pas crédible, parce que, voilà, pour tout un tas de raisons. Et là, enfin, il aura fallu 3 cancers. Ce tatouage, donc le choix du dessin, le choix avec la merveilleuse tatoueuse avec qui j'ai lié vraiment un lien incroyable, j'ai réalisé que, voilà, enfin, ok, j'ai plus de seins, j'ai fait le deuil, mais je suis enfin moi, avec ce livre qui est ouvert. Le soleil, parce que le soleil, pour moi, ça compte énormément, c'est symbole de positivité, de lumière, de plein de choses. Et j'ai aussi fait je vais me permettre de montrer ces 2 petites étoiles qui en fait, c'est pour mes enfants. Voilà, pour mes 2 enfants. Donc voilà, il n'y a que des symboliques, des dessins symboliques. Et c'est très important pour moi. Et depuis, sincèrement, je me sens moi et je m'autorise à faire des choses comme être avec vous aujourd'hui, comme... être allée voir un photographe professionnel pour faire des photos, du tatouage, donc me dévoiler pour tout un tas de... Voilà, ça a totalement changé ma vie. Parce qu'il faut comprendre que c'est la première fois que Sabrina va parler de ce chemin de survie, ce chemin de retour à la vie et ce chemin... de renaissance, si je ne me trompe. Parce qu'avant ce tatouage, avant la maladie, il y avait une petite fille qui était la petite dernière d'une fratrie de 4. Est-ce qu'elle avait sa place, cette petite fille, dans la famille ? Alors effectivement, je vais bien confirmer que c'est la première fois que je vais en parler aujourd'hui. Donc si j'ai choisi d'être avec vous, c'est que je me sens vraiment dans un cadre avec de si belles énergies que pour moi c'était un beau cadeau, donc merci. Effectivement, oui, non, je n'étais pas du tout la bienvenue puisque j'étais la 4e de la famille. Je n'étais un petit peu, le mot est très moche, mais l'accident, hein, voilà, j'arrive, je suis celle de trop.
il y a déjà 3 enfants, pas beaucoup de moyens à la maison. Et moi, je suis vraiment celle de trop. Donc, mes frères et sœurs, même si je leur en veux absolument pas, parce que eux, ils avaient aussi leur place et donc on est tous différents. Mais il n'empêche que je n'étais pas du tout, j'ai senti aucun amour de la part de mes frères et sœurs, puisque j'étais celle de trop. Donc je ressentais ça sans mettre de mots dessus parce que j'étais trop petite. Mais je me suis toujours sentie différente. Alors différente ne veut pas dire mieux que les autres, mais vraiment différente de mes frères et sœurs. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà, sans pouvoir vraiment le nommer. Donc il y avait toujours toute l'enfance ce sentiment de pas être la bienvenue, de pas être acceptée, d'être moins bien, d'être pas assez bien, pas assez intelligente, pas assez jolie, toujours très complexée de tout. Et un papa absent? Ben oui, c'est plus qu'absent d'ailleurs, puisque en fait, je pense que là je vais dévoiler aussi encore autre chose, mais je pense que c'est le moment. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais donc mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans à peu près. J'ai su quelques années après, que ce n'était pas mon père. C'était pas très grave pour moi parce que ma mère me donnait tellement d'amour que je ressentais pas sur l'instant vraiment ce manque-là. Même si après, en grandissant, j'ai compris que ça manquait en fait, que c'était important. Mais bon, voilà. En fait, c'était quelqu'un qui a déjà une famille et donc tout est caché. Voilà. Mais j'ai avancé dans l'enfance avec l'amour de ma mère. Voilà, ça, par contre, je n'ai pas manqué de son amour. Elle a fait comme elle a pu, avec 4 enfants et seule avec 4 enfants. Et voilà, donc, mais c'est vrai que j'ai grandi un petit peu dans un cadre un peu... On manquait de rien, c'est-à-dire on a toujours mangé à peu près à notre faim, mais c'était quand même un peu compliqué à ce niveau-là. Ce sentiment d'être de trop et en plus d'être caché. Et oui, c'est ça, de ne pas être légitime. De ne pas être légitime, oui, c'est ça. J'ai toujours senti quelque chose comme ça. Et quand on a de l'amour de sa maman, mais qu'on manque d'un père, j'imagine qu'on a envie de construire une famille, justement, où les 2 piliers sont là, et c'est ce que tu as voulu faire très très vite. Très très tôt, je me revois encore petite avec mon poupon dans les bras. Vraiment, j'ai des photos encore où je suis avec, et je me souviens très bien du sentiment que j'avais déjà toute petite. J'avais cette envie de fonder une famille avec le papa, la maman, tout ce qu'il faut, hein. La maison, le travail, les animaux, tout. C'était vraiment très important pour moi. Mais j'avais envie de le faire très vite, hein. Pour moi, c'était très, très urgent en fait. Voilà. Sauf que ça ne s'est pas passé comme je l'imaginais. Voilà, en fait, j'ai rencontré très jeune celui qui allait être le père de mon fils. Ton premier enfant. De mon premier enfant. J'avais 17 ans, il en avait 19, on était beaucoup trop jeunes. Bon, ça s'est passé comme ça. Il y a eu de l'amour entre nous, évidemment. On a voulu avoir un enfant, je crois moi plus que lui, mais il a voulu aussi avoir un enfant, mais il avait 19 ans quand on a décidé. Enfin, voilà, après, j'ai eu mon fils à 21 ans. Je venais juste d'avoir 21 ans, j'étais très jeune. Bon, voilà, les choses se sont déroulées. Ça n'a pas été évident, mais dans l'ensemble, il y avait quand même de l'amour. Et même si on s'est séparés par la suite, voilà. Parce que ce petit bonhomme arrive, donc c'est ton fils dont tu es oui, à 21 ans, oui. Folle amoureuse bien de ce sûr, petit bonhomme. Le plus beau jour de ma vie, voilà. Jusque-là, c'était le plus beau jour de ma vie, vraiment. Et ton compagnon, donc le papa de ton fils, part travailler en Nouvelle-Calédonie. Il a eu cette opportunité effectivement de partir en Nouvelle-Calédonie pendant 2 ans, donc on est partis ensemble. Je voulais absolument pas que mon fils soit séparé de son père, mais c'était très puissant et je l'ai analysé bien après, parce que vraiment cette peine immense à l'idée même de savoir mon fils loin de son père, alors qu'en fait il ne se voyait pas si souvent que ça, parce que son père était militaire, donc il partait 4 mois, voilà. Mais c'était tellement fort que donc voilà, on est tous partis, on est partis tous les 3, en tout cas en Calédonie. Il fallait un schéma familial. Oui, pérenne. J'avais vraiment cette peine immense de savoir mon fils
loin de son père. Alors que voilà, bon, bref, ça s'est passé comme ça. Ouais. Nous sommes partis donc en 2005 en Nouvelle-Calédonie. Ça devait durer 2 ans. Là-bas, malheureusement, on s'est séparés au bout de 3 mois à peu près. Et je m'apprêtais à rentrer donc en France avec notre fils, donc avec l'accord de son père. Hein. Il se disait il allait rester 2 ans puis il allait revenir. Sauf que j'ai malheureusement fait la pire rencontre, il faut le dire, de ma vie en Nouvelle-Calédonie. Parce que j'avais toujours en moi ce schéma familial. J'avais toujours ce rêve de fonder une famille stable. Et j'avais l'échec de mon fils du fait de ne pas lui avoir offert une famille stable. Voilà. Donc j'ai rencontré cet autre homme qui avait 13 ans de plus que moi, qui vivait en Calédonie depuis tout petit, mais qui était né en Espagne, donc de nationalité espagnole. Mais il n'était jamais revenu en Espagne depuis, donc il vivait en Calédonie. Il avait donc 13 ans de plus que moi. Et j'ai cru que cet homme allait pouvoir m'offrir, avec son apparence très stable, très sûre, très homme, très responsable, je pensais que j'allais pouvoir réaliser mon rêve. Il a dû le voir en toi aussi. Et il a forcément vu. J'étais la cible parfaite, puisque j'étais toujours... J'avais pas du tout confiance en moi, hein. C'était toujours encore à l'époque où je doutais de tout me concernant. Ah ouais, toujours pas assez cultivée, pas assez belle, pas assez bien, pas assez intelligente, pas assez capable, voilà. Donc voilà. Et comme souvent ces schémas se répètent, cet homme va souhaiter construire une famille et souhaiter que vous ayez un enfant très très vite, tout de suite. Exactement. Ensemble. Alors je me souviens même du jour où on commençait juste à se fréquenter, où il m'a pris la main, il m'a dit « Viens, il faut que je t'emmène voir quelque chose ». Et il m'a fait visiter un appartement. Donc on est toujours en Nouvelle-Calédonie. Hein. Là, je suis prise au dépourvu, mais il me dit « Écoute, voilà, c'est un appartement qu'on peut louer. Est-ce que tu veux? On habite ensemble là tout de suite. Il faut que tu te décides maintenant. » Et comme j'avais ce manque d'assurance, je me suis dit « Ah, il me choisit moi ». Donc j'ai dit oui, rapidement. Il a vraiment été bien précis sur le fait qu'il fallait se décider rapidement. On a habité ensemble très rapidement. Et effectivement, très rapidement aussi, il m'a demandé, alors que moi, je n'avais même pas songé d'avoir un autre enfant sur le moment, il m'a demandé d'avoir un enfant ensemble, qu'on ait un enfant ensemble. Et je me souviens très bien que j'étais très touchée, très bêtement flattée, parce qu'il avait été marié pendant 13 ans avec une femme auparavant, sans jamais vouloir avoir d'enfant avec cette femme. Donc là, il me demande d'avoir un enfant avec lui, je me dis, mon Dieu, il me choisit. Et je dis oui, parce que j'y crois en fait. Voilà. Et j'avais vraiment envie aussi d'avoir une fille, donc... Après, bien sûr, je me disais, même si c'est un garçon, ça sera fabuleux, mais je rêvais vraiment d'avoir une fille, depuis toute petite. Et votre fille, née en quelle année? En 2007, donc très rapidement, hein, parce qu'avec son père, on se met ensemble en 2006, en 2007, elle arrive, donc voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que tout bascule, puisqu'à partir du moment où je suis enceinte, eh bien son papa montre son vrai visage. Donc là, c'est le cauchemar qui commence. Je ne peux plus dormir dans le lit conjugal, je le gêne. Je dois dormir sur le canapé. Je ne peux plus conduire ma voiture, je dois conduire sa deuxième voiture à lui. J'avais trouvé un travail en Nouvelle-Calédonie très très vite parce que pour moi, même femme de militaire au début, toute seule qui ne travaillait pas, pour moi, c'était pas possible. Donc moi, j'avais trouvé mon petit boulot. J'ai commencé à être secrétaire médicale en fait là-bas, dans une des cliniques de Nouméa. Et rapidement, il m'a parlé pendant des heures et des heures et des heures en me disant qu'il fallait que je lâche ce boulot, que je travaille avec lui parce qu'il avait ouvert son école de musique à Nouméa. Donc voilà, j'ai travaillé avec lui, j'ai appris sur le moment, hein, j'ai l'accueil, la compta, enfin tout ça. J'organisais tout et lui donnais les cours de musique. Est-ce que tu ouvres les yeux là? Est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe? Alors, je suis comme dans un... En fait,
je pense que maintenant je veux bien dire le mot emprise parce que c'est vraiment ça, manipulation, voilà. Parce que sur le moment, je ne mettais pas ces mots-là du tout, mais je sentais qu'il y avait quand même un problème. Mais c'est comme si on est dans un espèce de... On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais en fait, on ne le réalise pas totalement. Et il faut bien aussi mentionner que je suis à l'autre bout du monde. Tous mes amis sont à l'autre bout du monde, ma mère est à l'autre bout du monde, et je dis à personne que ça ne va pas. Je ne raconte pas tout ça. Je le garde pour moi parce que je ne veux pas inquiéter ma mère, je ne veux pas inquiéter qui que ce soit, je veux me débrouiller toute seule. Et vous avez un enfant. Et j'ai un enfant. Et j'ai mon petit garçon qui est là. Ouais. Et la petite fille qui est là. Et ma petite fille qui est là. Mais je culpabilise aussi beaucoup par rapport à mon fils, qui est donc petit encore à cette époque, et qui grandit avec ce beau-père qui n'est pas doux du tout avec lui. Alors, même s'il n'y a jamais eu de coups portés, mais au niveau du reste, de la tension, de la pression, j'appelle même ça maintenant aujourd'hui une sorte de dictature, vraiment. On ne pouvait ni penser par nous-mêmes, ni faire les choses par nous-mêmes. C'était voilà, le père de ma fille qui nous disait « vous devez penser comme ça, faire comme ça, et il n'y a pas d'autre option ». Et tu dois dormir sur le canapé? Oui, parce que je le gênais, parce qu'il fallait qu'il prenne toute la place, qu'il s'étale avec ses jambes, sinon il avait mal aux jambes. Et j'étais enceinte en plus, hein, donc même quand j'étais enceinte. Hein, quand je suis rentrée de la clinique après avoir mis au monde notre fille, j'ai dormi sur le canapé encore. Hein. Donc c'était un peu le cauchemar. Ça a duré combien de temps, cette prison invisible? Alors, pendant presque 4 ans. Et un jour, il y a eu un déclic. Mais j'étais en train de mourir, sincèrement. C'est-à-dire que voilà, j'avais mes 2 enfants, l'école de musique à gérer avec lui. Il y avait aussi l'achat d'une maison. Donc moi, mon rêve aussi de petite fille, c'était d'acheter une maison, d'avoir une maison avec mon compagnon. Donc il a prévu d'acheter une maison, comme si c'était voilà, une très bonne nouvelle, comme s'il voulait me faire plaisir, sauf que pas du tout. D'ailleurs, je me souviendrai toute ma vie du jour où on est allé visiter la maison. On est arrivé en voiture, on s'est garé devant la maison, et il m'a dit surtout, tu ne dis rien, tu ne parles pas. Parce qu'on allait visiter avec la personne qui fait les visites, voilà. Il me dit, tu ne dis rien, tu ne parles pas, tu ne donnes pas ton avis. Donc c'était dur. Hein. Donc on a visité la maison, donc moi, voilà, j'étais contente parce qu'elle me plaisait, mais après je sentais quand même un espèce de mal-être. Mais j'étais un peu soumise, quoi, en fait. Hein. Voilà. Donc ce qui s'est passé au bout de presque 4 ans, c'est que j'étais en train de mourir. Je sentais vraiment que j'étais en train de dépérir parce que j'avais presque plus mon identité. Parce qu'il décidait tellement de tout que ce jour-là, c'était un dimanche. J'étais dans notre chambre. Il était dans le salon en train de regarder la télé. J'étais en train de lire parce que c'était vraiment l'échappatoire absolu. Vraiment. Ça me sauve, hein. Ça m'a sauvée, ça me sauvera toujours. Hein. De toute façon, l'écriture, la lecture. Donc je lisais dans notre chambre. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai cherché des piles. Je devais avoir besoin de piles. Et dans notre chambre, on avait une petite commode où, avec le tiroir, où on met un peu tout et n'importe quoi. J'ai tiré le tiroir, j'ai cherché ces piles. Et au fond du tiroir, il y avait une montre à lui, parce qu'il adore les montres. Et il y avait une montre à lui qu'il ne mettait plus depuis très longtemps, qui était au fond du tiroir. Donc je cherche mes piles et je vois cette montre qui me paraît un peu bizarre. Donc je la prends dans la main. Ça, je l'ai raconté presque à personne, donc c'est vraiment... Je la prends dans la main, je suis donc dans ma chambre toute seule, et je vois que les aiguilles des minutes et des heures tournent à cette vitesse-là. Ce qui est juste impossible. En tout cas, moi, je n'ai pas connaissance de ça. Ok. Comme en accéléré. Voilà. Minutes et heures, les 2 aiguilles. Je m'assois sur le lit, je regarde la montre, je suis un peu choquée. Je me dis, bon, je vais aller... il faisait sa petite sieste sur le canapé, hein, devant la télé, donc je dis, même si je vais me faire... incendier. Voilà, je vais le réveiller, je vais lui montrer quand même ça. Je le réveille,
Donc il se réveille, il est voilà, pas content. Et je lui dis, regarde ta montre. Et la montre, elle s'arrête de bouger. Les aiguilles ne bougent plus. Donc il me renvoie balader. Donc je vais dans la chambre, je me rassois sur le lit. Et puis les aiguilles recommencent à bouger comme ça. Et là, alors je suis en train de dépérir. J'ai plus d'identité. Que je suis malheureuse comme pas possible. J'ai comme la petite lumière qui s'allume là. Et qui dit, il faut que tu partes, il faut que tu le quittes, sinon tu vas mourir. Voilà ce que j'ai ressenti, réellement. Ton temps est compté. Ton temps est compté, c'est ça. Le temps passe, la vie passe. Ouais. Donc là, je prends conscience grâce à cette montre. Ça se trouve, je serai peut-être plus là, ou je ne sais pas, mais c'est vraiment à partir de ce moment-là. Donc tout s'enchaîne, je cherche un autre travail. Il ne veut pas que je trouve un autre travail, mais je finis par trouver. Tout s'enchaîne, je vis un calvaire pendant près de, je ne sais plus, 4 à 6 mois, le temps que je puisse avoir un appartement à moi. Alors je vais passer les détails, c'est trop long, mais c'est compliqué, mais vraiment, ça a été extrêmement long et complexe parce qu'il y a eu toutes les phases. Au tout début, quand je lui ai annoncé que j'allais le quitter, j'ai eu des menaces. Au début, j'ai eu la grande tristesse absolue. Il voulait se suicider, il fallait même que je l'aide à se suicider. Ensuite, donc il me parlait moi je travaillais, il parlait toute la nuit, il ne cessait de me parler, de me faire culpabiliser. Donc on est passé par la phase, il voulait se suicider, on est passé par la phase qu'il était triste, etc. Et la phase, la dernière, il était très très en colère. Et il a eu une phrase un soir où il me suivait. Moi, je voulais dormir sur le canapé pour pas dormir avec lui après, dans cette maison. Il me suivait pour pas que je dorme, donc il me parlait, pour m'épuiser. Et il a eu cette phrase à ce moment-là. Il m'a dit, de toute façon, tu n'auras plus ta fille. Donc là, j'ai eu un gros choc. Il était vraiment pas content du tout. Donc chantage. Mais vraiment, il avait les yeux noirs, vraiment. Je me suis levée ce soir-là. J'ai eu peur que les enfants se réveillent. Heureusement, ils ne se sont pas réveillés. Il m'a suivi jusque dans la cuisine, il m'a plaqué le dos contre le mur de la cuisine. Il a positionné son regard vraiment très très proche de moi. J'ai vu ses yeux noirs, d'un noir. Et il m'a vraiment dit ça, voilà, il m'a menacée en fait. Et là, tu as eu peur? J'ai eu peur, à ce moment-là, j'ai eu peur. Pour ta vie? Oui, et puis pour les enfants qui étaient pas loin. Quelques jours ont passé et j'avais tellement envie que la paix arrive, que je ne voulais pas revenir en arrière, j'avais vraiment décidé de le quitter, donc j'ai fini par avoir l'appartement qu'on m'a sous-loué, donc c'était vraiment un truc dans mon travail, une copine, voilà, bref. On m'a sous-loué. Au tout début, il était toujours en colère, donc il y a eu quelques petits gestes, il a cassé le volet roulant, voilà. Et il s'est un peu apaisé. Donc on a mis la garde alternée rapidement en place, parce que j'avais toujours en moi ce truc-là qui me disait, quoi qu'il arrive, je veux que mes enfants voient leur père. Donc j'ai compris bien après vraiment que ça venait de mon enfance, que moi je n'avais pas eu de père. Sûr. Donc ça s'est calmé et je me suis dit, en fait, bon, il a été très en colère, c'était sur le moment, là maintenant il s'est adouci et comme je veux la paix, que je veux que mes enfants vivent les événements le moins dur possible, enfin voilà, je voulais, même si j'avais encore un échec, donc c'était un second échec pour moi, donc c'était très compliqué au niveau de la culpabilité. Donc ça s'est apaisé. Et vous avez vécu comme ça pendant combien de temps? Je vais dire, ça a duré à peu près 5 ans comme ça, voilà, à peu près. Puisque je suis restée en tout 10 ans en Nouvelle-Calédonie, donc voilà. Donc ça s'était adouci, mais ce que je ne savais pas, c'est que quand il venait chercher notre fille, quand c'était sa semaine, je ne savais pas que déjà toute petite, il lui parlait de moi en négatif. C'est-à-dire, à cause de ta mère, tu vois, elle m'a quittée, à cause d'elle, il y a ça, à cause d'elle. Et donc, pendant toutes ces années, je ne l'ai pas su tout de suite. Quand il l'avait avec lui tout le temps, il lui disait toutes ces choses-là, voilà. Elle a grandi comme ça. Recréer une réalité sur sa maman. Oui, et quand je l'avais moi, c'était ma semaine. Déjà, il y avait des choses, par exemple,
je voulais aller quelque part et il me disait non, tu ne vas pas là-bas avec... alors que ce n'était pas des endroits du tout dangereux, mais c'était vraiment, c'était vraiment des détails, même pour l'habiller, même pour des choix comme ça. C'est lui qui décidait. Et comme je voulais tellement la paix après tout ce que j'avais vécu, et que j'étais vraiment affaiblie par tout ça aussi, psychologiquement, etc. Je voulais continuer à avancer. Je travaillais, donc voilà. Je devais aussi élever mon fils, etc. Que je mettais toujours de l'eau dans mon vin pour tout. Mais trop, beaucoup trop. Et malheureusement, je me suis trop écrasée. Et ma fille, du coup, qui grandissait dans ce cadre-là, avait d'un côté un père très fort, très sûr, sur qui on peut compter, qui disait que la maman n'était pas très solide, et à cause d'elle, il y a eu la séparation, et voilà. Et donc je me retrouvais, voilà, ma fille se retrouvait, voilà, entre nous deux. Et tu passais pour la folle mais aussi. mais bien sûr, celle qui en fait n'est pas sur celle qu'on peut compter, n'est pas la maman stable, franchement, voilà. Mais c'était voilà, c'était ça. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de nous écouter, de nous suivre, évidemment, ça doit vous faire penser au portrait d'un pervers narcissique dont on a développé plusieurs fois justement les spécificités. Je vous invite à redécouvrir l'interview de Michel Fine, d'Emmanuel Bellasino, de Fanny Vérac. Vous pouvez retrouver ça parmi nos invités. Et malheureusement, c'est souvent une personne fragile en face, en tous les cas qu'on veut faire passer pour la fragile ou pour la folle ou pour la désaxée, et bien qui ensuite va en payer le prix fort. Et c'est ce qui s'est passé avec toi. Et malheureusement, voilà, c'est ça. Et je m'en suis aperçue trop tard. C'est-à-dire que je voyais bien qu'il y avait des choses... je voyais bien qu'elle mettait son père sur un piédestal, mais pour moi, c'était pas grave parce que sur le moment, je voulais juste qu'elle ne soit pas traumatisée et qu'elle soit la plus heureuse possible, ouais. et voilà, que ça se passe au mieux en fait. Voilà, et c'était pas son histoire en fait, c'était l'histoire des grands et des adultes. C'est ça. Voilà. Et moi j'avais vraiment cette culpabilité énorme pour mes 2 enfants. Donc ensuite, lui, le père de ma fille, il avait rencontré entre-temps une femme qui était née dans la même ville que moi, donc en France. Donc, Nouvelle-Calédonie, France, dans la même ville que moi. Donc, ils se sont mis en couple. Bref, elle a des enfants et je ne vais pas m'étaler dessus parce que, voilà. C'est son histoire. Exactement. Mais j'ai essayé de faire en sorte que tout se passe bien. Donc voilà, il y avait la garde alternée. Lui, il était en couple avec cette femme et avec ses enfants, donc une petite routine qui s'était mise en place et je mettais beaucoup d'eau dans mon vin, comme je l'ai déjà dit, etc. Et avec tes enfants, ça se passait bien? Avec ta petite fille aussi? Ou c'était un petit peu tendu? Je sentais... je sentais qu'on avait en fait... Je sentais qu'elle était... Pardon, je ne trouve pas les mots, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle était façonnée. Je sentais qu'elle était façonnée d'une façon qui ne me correspondait pas, parce que moi, je suis plus dans le calme, les câlins, la douceur. Et son père est plus dans il faut être dur. Et la vie est dure, donc il faut vraiment s'armer. Mais vraiment, voilà. Donc, il y avait un décalage. Et quand j'étais avec ma fille, j'adorais nos petits... Quand elle était encore petite, j'adorais tellement... Je les ai dans le cœur et je les ai dans la tête et je les aurai pour toujours. J'adorais nos petits moments où je sentais qu'elle laissait de côté ce côté dur qu'on lui inculquait, exactement, d'un côté, et qu'elle avait cette douceur avec moi. Les moments n'étaient pas très nombreux, parce qu'elle se reprenait toujours très vite. Voilà. Mais il y avait quand même ces moments qu'on pouvait passer ensemble,
J'ai vraiment des merveilleux moments dans les bras l'une de l'autre. Mère Euh, fille. ouais. Et heureusement que ces souvenirs sont là. Voilà. Et il est arrivé donc 2014 où donc son père était au courant que mon souhait était de rentrer en France depuis déjà des années, mais que je ne le faisais pas parce que je ne voulais séparer personne. Voilà, moi je voulais évidemment pas partir sans ma fille, je ne voulais pas séparer ma fille de son père malgré tout ce qui s'était passé. Donc je restais en pleurant en cachette dans ma chambre, hein, sans montrer aux enfants, mais tous les jours parce que j'étais triste, parce que je voulais rentrer en France et que voilà. Et en 2014, il me convoque entre guillemets et il me dit j'ai une super nouvelle, je vais résumer, et il me dit avec sa nouvelle compagne qui est aussi née en France et voilà, on va aller vivre en France. Donc là, c'était comme si les portes du bonheur s'ouvraient. Donc on organise sur plusieurs mois un retour en France et comme ça, personne n'allait être séparé. Je retrouve du travail dans ma ville natale en tant que secrétaire médicale en cancérologie. Donc on prépare hein, le retour, mais il se trouve que l'emploi en question, je l'obtiens avant que lui puisse revenir. Alors dans un premier temps, je demande bien sûr à partir avec ma fille. Donc pour mon fils, aucun souci, son père est d'accord. Pour le père de ma fille, je sais qu'il va dire non, mais je tente quand même parce que je me dis, voilà, je voudrais vraiment partir avec ma fille, notre fille, parce que je voudrais pas être séparée d'elle même de quelques mois. Sauf qu'évidemment, il refuse. Parce qu'il refuse qu'elle revienne avec toi. Bien sûr, il refuse. Et je suis tellement naïve encore à cette époque que je pense que ça va être extrêmement dur pour moi de ne pas la voir, mais que c'est un moment à passer, à serrer les dents, à pleurer, mais qu'elle va venir après, et qu'après tout le monde sera heureux. Et tu l'appelles au téléphone Et on convient de Skype régulier, etc. Alors on arrive en France avec mon fils, je commence mon travail, mon fils va à l'école, etc. On met en place donc les Skype avec ma fille. Et puis, dès les premiers rendez-vous Skype, je vois que déjà, elle n'est jamais toute seule quand on échange ensemble. Donc, je vois pas autour d'elle qu'il y a quelqu'un, mais je sens parce qu'elle n'est pas elle-même déjà. Elle parle, mais on sent que voilà, elle n'est pas libre. Je le ressens. Les mois passent, donc c'est très difficile parce que je n'obtiens pas de son père de date précise de retour. Et le mois d'août approche à grands pas, donc là j'en peux plus. C'est-à-dire que j'ai pas de date, je vois pas ma fille, je sens qu'il y a quelque chose au fur et à mesure qui se trame. Et en fait, à un moment, c'était le pire de tout, c'est le moment où on fait le Skype. Alors pareil, il y a des moments où le Skype, il m'oublie. Voilà, il m'oublie, en fait, il se connecte pas, etc. Plus va et plus ça s'estompe. Donc je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui se prépare et qui est très négatif. Et ce moment-là où on fait un Skype, où je demande vraiment une date, parce que là c'est plus possible, le mois d'août est là et je ne sais pas quand ils vont arriver, où je suis donc avec ma fille en train d'échanger, je sens qu'elle est vraiment pas elle-même, et où son père se met donc devant la caméra, il la prend sur ses genoux, il appelle sa compagne aussi, ils se mettent tous les trois devant la caméra, et ils me disent « on n'a jamais eu l'intention de venir, qu'est-ce que tu racontes ?» Voilà. Donc pour moi, tout s'écroule, c'est le cauchemar. Et je suis là avec mon travail, mon fils, il faut que je reste... stoïque. Ouais, donc je prends une avocate en France, je fais appel je monte un dossier au tribunal de ma ville, sauf que rapidement on me dit qu'ils ne peuvent rien faire parce que l'enfant n'habite pas là, donc il faut se référer au tribunal où vit l'enfant. Donc quand même, mon avocate qui pleure presque avec moi quand je la vois, je prends une avocate en France quand même, et elle me dit qu'elle ne peut pas faire grand-chose, mais bon, on essaie quand même certaines choses. Elle envoie un courrier en Nouvelle-Calédonie, donc au père, parce que le père de ma fille entre-temps prend un avocat aussi, donc il s'envoie des courriers. Et c'est le cauchemar, hein, vraiment, je peux même pas...
expliqué tout ce que j'ai pu ressentir, jusqu'au moment où son père, en tout cas l'avocat du côté de son père, envoie une lettre à mon avocate en France et qui dit qu'ils vont aller vivre en Espagne pour être gentils, pour se rapprocher de la France, en fait. Puisque lui est comme espagnol. s'il faisait un beau geste. Un cadeau. Voilà, donc... Ta fille a quel âge à ce moment-là? Alors, elle avait 8 ans quand j'ai quitté la Nouvelle-Calédonie. Donc là, on est dans les 8-9 ans à ce moment-là. Donc elle est vraiment toute petite. Et tu arrives à lui parler après? Non, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé parce que toutes ces années, déjà quand on s'était séparés, il avait déjà façonné, etc. Et là, j'ai appris après que le jour où je suis partie de la Calédonie, il lui a immédiatement dit que je l'avais abandonné. Donc voilà. Raison pour laquelle elle n'était pas... Voilà, quand on discutait, c'était très compliqué. Donc Sabrina, quand tu quittes la Nouvelle-Calédonie, c'est la dernière fois que tu vois ta fille? Alors, c'est la dernière fois que je la vois comme ça. Physiquement? Physiquement. Après, ils sont partis donc en Espagne. J'ai donc dû faire appel à une avocate francophone, donc qui vivait en Espagne, pour pouvoir faire appel à la justice espagnole. Je ne pouvais pas faire autrement, ça devait se passer là-bas, puisque ma fille vivait là-bas. Donc c'est compliqué d'expliquer tout ça, parce que ça voilà. J'imagine. Mais voilà. Merci en tout cas de ta confiance. Quand je vais aux audiences, qu'il y en a eu plusieurs, je vois dans le hall du tribunal ma fille au loin avec son père, sa compagne, les enfants. Donc je suis là, mais je ne suis pas là. C'est-à-dire c'est comme quand vous vivez un traumatisme et vous êtes en dehors de votre corps. Je ressentais vraiment ça. J'ai même failli tomber dans les pommes plusieurs fois. Tu n'as pas l'autorisation d'aller la voir? Non. Et comme elle a grandi avec toutes ces choses qu'on lui a dit sur moi, bien sûr. De toute façon, elle ne veut pas. Et de toute façon, on ne m'autorise pas, parce que c'est vraiment très... Ça rigole pas, hein. En Espagne, ça ne rigole pas du tout. Et le verdict tombe? Alors, il y a eu plusieurs audiences. Et la dernière, donc je fais beaucoup d'allers-retours. Hein. C'était très compliqué pour moi entre le travail, mon fils. Il fallait que je maintienne une certaine harmonie pour pas non plus être la mère qui pleure tout le temps et qui, donc c'était très dur. Que ton fils est aussi jeune? Il est, oui, il était jeune, donc voilà. La troisième audience, donc la dernière, où c'était vraiment pour avoir la garde de ma fille, donc la plus importante, je vais là-bas et je me souviendrai toujours que mon avocate me dit: là, Sabrina, parce qu'on passe pendant l'audience, on passe chacun notre tour devant le micro, devant le juge. Là, c'est vraiment une estrade avec le juge, les avocats, nous, on est là, comme dans les films. Sauf que moi, je ne parle pas espagnol. Donc moi, déjà, j'ai dû faire un crédit pour payer tous les frais. Donc c'était extrêmement compliqué. Donc j'ai mon traducteur à côté qui traduit tout ce qui se passe pendant l'audience. Là, donc juste avant l'audience, mon avocate me dit: Sabrina, quand c'est à vous de parler, vous exprimez vraiment ce que vous ressentez, parce que là, c'est vraiment le moment. Voilà. C'était ma chance d'avoir la parole. Et en fait, lui parle en premier. Donc lui, il parle espagnol, il n'y a aucun souci pour lui. Donc il se fait très bien comprendre. Et au moment où c'est à mon tour de passer, je vois un peu d'agitation dans la salle d'audience. Je me tourne vers mon traducteur qui est un peu dépité et je lui demande: mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit: c'est fini. Et en fait, je n'ai pas eu la parole. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais que c'est pas pour rien que je viens chez vous. Parce qu'aujourd'hui, on me donne la parole et que c'est le moment. Et je pense qu'il aura fallu que je traverse ces 3 cancers pour oser me montrer, pour oser en parler, pour oser dire les choses vraies, pour oser dire ce qui s'est réellement passé. Donc, on ne m'a pas donné la parole ce jour-là au tribunal, et voilà. Et ça a été... Pourquoi? Je ne sais pas. Mon avocate m'a dit: c'est la première fois
Elle en a même parlé à ses collègues. C'est la première fois qu'on ne donne pas la parole à une des parties, quoi. Donc voilà, bon, ça s'est très très mal passé. Voilà. Après, par la suite, ça a été... Je sais pourquoi j'ai eu un cancer, c'est parce que vraiment, ça n'a pas duré en plus juste quelques semaines, ça a duré plusieurs années, parce que je suis rentrée en France en 2015 et que les audiences ont eu lieu jusqu'en 2017, mi-2017. Tout ce temps-là, je me souviens d'un jour où vraiment, j'étais sur mon lit pendant tout ce temps-là. Et je me souviens vraiment de ce moment-là où j'ai senti la douleur si intense dans mon corps, dans mon âme, dans mon être. J'avais l'impression que je descendais sous terre. Mais vraiment, mais sincèrement, c'était exactement ça. J'avais l'impression que mon âme souffrait tellement qu'elle était en train d'aller dans les ténèbres, là, au fond. Et j'ai dû à ce moment-là, mais rassembler toutes mes forces, le peu de force qui me restait, pour remonter à la surface. Je crois que je ne serais plus là aujourd'hui. J'ai vraiment ressenti ça, mais d'une façon très concrète et très... voilà. Physique. Physique, mais vraiment. Donc, et là, c'est ton corps qui parle. Oui, vraiment. Il n'en peut plus, le corps, hein, au bout de tout ça. Donc, en fait, même si moi, je continue à aller au travail, je continue à m'occuper de mon fils et je fais comme je peux, dans tout ça, avec mes allers-retours en Espagne, etc., mon corps, lui, il emmagasine tout ça. Et tu travailles en oncologie. Et je travaille en oncologie. Cancérologie. Oui, c'est ça. Et donc, de manière souterraine, de manière invisible, de manière insidieuse, oui, s'installe en toi la maladie. Exactement. Le mal a dit. C'est ça. Tout ce que je disais pas, en fait. Parce qu'autour de moi, je voulais embêter personne et je souriais. Voilà. J'allais pas trop me plaindre, en fait. J'étais avec mon combat, voilà, avec tout ce que je devais faire. Parfois, avec mon avocate, on passait des heures après mon travail. Elle aussi, elle était vraiment investie. Avec Skype aussi, en visio. On passait des heures jusqu'à minuit parfois pour essayer de faire un dossier qui puisse être entendu. D'où l'importance de dire, d'où l'importance de parler, d'où l'importance de recueillir la parole, parce que toutes celles qu'on ne dit pas, tous ces mots MOTS se transforment en mots MAUX. Exactement. Et c'est ce que tu vas à présent nous raconter. Voilà. Cette descente, mais peut-être pour toucher le fond et redécouvrir la lumière derrière. Oui, je pense qu'il n'y avait pas de hasard. Je comprends aujourd'hui, même si sur l'instant, évidemment, on se dit « Mon Dieu, ce que je vis, c'est juste atroce. Pourquoi je vis ça ?» J'ai compris aujourd'hui, je pense, pourquoi j'ai vécu tout ça. C'est parce qu'il fallait que je comprenne tellement de choses et j'ai dû vraiment, toucher le fond. Donc, voilà, en fait, il y a eu l'annonce du cancer. On est en quelle année ? 2019. Juin 2019 à peu près. Premier cancer. Premier cancer, où là, je suis chez moi. Alors, le dernier jugement, a eu lieu fin 2017. Ok, j'ai pas sa garde, c'est fini pour moi. Je fais pourtant appel, hein, voilà. J'ai même une pension alimentaire à verser, hein, même en plus. Hein. Ça, c'est la petite parenthèse. Hein. Mais je ne vois plus ma fille, donc voilà. C'est à ce moment-là où je décide d'aller vivre à Royan, parce que jusque-là, j'étais à Angoulême, ma ville natale, donc là, à Royan, donc à peu près à 1h30 de route, où ma mère vit et où il y a l'océan, qui compte énormément pour moi. L'océan. Il est là. Il est là. J'en ai vraiment besoin et ça me sauve aussi. Je parviens à trouver un travail, toujours en tant que secrétaire médicale. Voilà. Et là-bas, un jour, je suis dans mon appartement, je suis en train d'écrire, j'écris depuis toujours, voilà, mes livres, je suis sur l'ordinateur. Et puis tout d'un coup, comme une intuition, même pas, c'est juste une intuition, alors que je suis en train d'écrire, je positionne ma main
sur le côté de mon sein gauche. Et je sens là, sous mes doigts, une grosseur. Je reste calme, je me dis, ok, bon, bah, on va les consulter. Hein. Donc, mammo-écho très rapidement. Et là, on me dit, bon, effectivement, il y a une grosseur, mais ne vous inquiétez pas, rassurez-vous, c'est rien. Vous revenez dans 6 mois faire un contrôle mammo-écho. Mais vraiment, je dis, vous êtes sûre quand même, parce que on la sent bien, puis voilà. Oui, bon, voilà. Et donc, c'est en mai 2020, en plein Covid, confinement, le pire, où là, tout s'enchaîne, c'est-à-dire que, ben oui, je fais le contrôle, et là, oh là là, cancer, il faut vite opérer. Donc là, en 2020, on me fait juste une tumorectomie, c'est-à-dire qu'on retire juste la tumeur, et on m'enlève quand même aussi le ganglion sentinelle, juste un ganglion, donc pour voir si le cancer est resté à l'intérieur du sein ou s'il s'est un peu propagé. À ce moment-là, avant de sortir de l'hôpital où je suis allée toute seule puisque c'est le Covid et que voilà, je fais tout toute seule encore. Avant de sortir, les médecins me disent vous inquiétez pas, on pense que le cancer ne s'est pas propagé vraiment. Rassurez-vous, vous aurez les résultats donc, de l'ANAPAD dans une dizaine de jours, on se revoit. Donc moi, je suis plutôt sereine, j'ai confiance et je me dis ok, bon, ça va aller, il va y avoir que de la radiothérapie et ça ira. Donc, je retourne à peu près 10 jours après pour ce résultat, voir ce médecin. C'était en Charente-Maritime, donc. Et bah là, il fait une toute autre tête. Donc, je me dis, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, en bref, le cancer s'était propagé déjà, donc au niveau des ganglions, qui étaient atteints. Et là, il m'annonce, ben, il n'y aura pas que de la radiothérapie, il y aura aussi de la chimiothérapie. Et en plus, il me dit... Pardon, j'ai plus de voix à ce moment-là. Tu en perds la voix. Pardon, c'est fou. Il me dit, il m'accompagne jusqu'à sa secrétaire, donc je suis complètement sonnée. Et en fait, on prévoit tous les rendez-vous. Donc pose de chambre implantable. Cathéter. Ouais. Voilà, et même, il prévoit la première chimio, etc. Je rentre chez moi et là, je me pose la question. J'avais plus de force avec tout ce que j'avais subi durant toutes ces années. Je me pose la question de savoir si je reste en vie ou pas. Alors que je suis quelqu'un de très optimiste et qui aime la vie, et je me rappellerai toujours de ce moment-là, je me pose la question quand même. Je me dis, qu'est-ce que tu fais, Sabrina ? La secrétaire était en train de prévoir tous les rendez-vous. Ça a mis un certain temps parce qu'il y avait beaucoup d'examens à passer et tout ça. Et je regardais par la fenêtre et je me disais, tu fais quoi ? Tu continues là la bataille ou tu t'arrêtes ? Je suis rentrée chez moi et toute la semaine s'est passée comme ça. Je me suis dit, bon allez, reste forte. Et à la fin de la semaine, j'ai eu un appel de ce fameux médecin qui m'avait annoncé cette chimio en plus. Il m'appelle en me disant, bah, j'ai une bonne nouvelle, en fait on ne va pas vous faire de chimio parce qu'on a fait une deuxième RCP, c'est les réunions entre médecins. Et par rapport à voilà, une autre analyse, ils ont dit que bon, c'était juste, mais qu'on ne ferait pas de chimio. On s'arrêterait à la radiothérapie. Donc j'ai eu la radiothérapie à la suite, pendant presque 2 mois. Donc là, on est en septembre 2020. Je reprends un travail après, de secrétaire médicale, le temps passe, etc. J'essaie, donc je suis toujours plus que malheureuse et je pleure presque tous les jours par rapport à l'absence de ma fille. Je ne le montre pas aux autres, je travaille, j'essaie d'être toujours souriante. Je garde toujours ce truc en moi quand même, cette douleur intense qui ne me lâche pas. Dès que je vois une petite fille passer dans la rue, j'évite au mieux parce que je ne supporte pas, ça me fait tellement mal. Je vais dans un magasin essayer un vêtement dans une cabine. À côté, il y a une maman avec sa petite fille, j'entends la petite voix, je laisse tous les vêtements, je pars en courant. Ma vie, c'était ça. Et en fait, le temps passe. J'essaie de survivre le mieux possible. Et mon fils part faire ses études en Auvergne, à Clermont-Ferrand. Donc là, en 2022. Et je me dis, même si j'adore Royan et l'océan, j'ai envie de me rapprocher de mon fils. Alors sans être trop sur lui, je vais le laisser faire sa vie, il n'y a pas de souci.
Mais je me dis, je vais essayer de trouver un appartement et un petit travail pas loin. Et j'arrive à faire ça. Donc très facilement, septembre 2022, je suis partie en Auvergne, j'ai trouvé mon travail en tant que secrétaire médicale. Tout se passait bien. Tu occupes ta tête aussi. Ah j'occupe toujours, hein. Ça c'est... ouais. Même dans les livres, hein, c'est-à-dire je lis beaucoup aussi pour m'évader. Vraiment, je travaille, voilà. Je vois mon fils de temps en temps, on se fait un cinéma, etc. etc. Et là, j'ai mes petits contrôles tous les ans, du coup, Mammo Eco, pour voir si tout va bien. Donc, j'avais mon premier contrôle en 2021, pas de souci. Et puis là, le contrôle en 2022, c'était bon. Et le contrôle en 2023, donc je crois que c'était mai 2023, j'y vais tranquille dans la salle d'attente de l'écho et Mammo, avec mon petit bouquin que je suis en train de lire. Je me revois vraiment, hein, mais alors décontractée, sans crainte. Puis en fait, le cancer est revenu au même endroit, donc le radiologue me garde longtemps, il me fait même passer d'une machine à une autre, parce qu'il me dit là, elle est plus performante, il faut qu'on regarde mieux. Donc là, je comprends que voilà. 2 nouvelles tumeurs étaient de retour au même endroit que la première fois. Donc là, il a fallu... donc là, on est passé à l'étape supérieure. Oui, vraiment. C'est-à-dire qu'il a fallu... tout s'est enchaîné au centre de Clermont-Ferrand. Et j'étais prise en charge très très vite. Et il a fallu enlever le sein. Les ganglions, là, par contre, étaient atteints. Sur 8 retirés, il y en avait 4 atteints. Et malheureusement, 2 en dépassement capsulaire. Ça veut dire que ça se balade dans le corps maintenant. Hein, donc voilà. Et puis, j'ai eu donc de la chimiothérapie très dure. 2 chimiothérapies différentes. Ça, c'était vraiment particulier, hein, parce que je pense qu'il faut traverser cette épreuve vraiment pour comprendre ce que c'est d'avoir une chimiothérapie. Mais je restais là, souriante, et grâce à mes petits écouteurs on appelle ça le salon, quand on va pour avoir sa chimio, en fait, on est avec d'autres personnes. Et je mettais mes petits écouteurs avec des sketchs, beaucoup, Florence Foresti, plein de... Voilà, pour essayer de maintenir le cap. Et voilà, il y a eu la chimio. Tu pensais que le pire était passé? Je pensais, voilà. Et on parlait même d'ailleurs d'une reconstruction. Donc ma chimio était terminée en janvier 2024. Il avait été prévu en avril 2024 de commencer, toujours à Clermont-Ferrand, de commencer un début de reconstruction par transfert graisseux. Donc j'avais toujours mon sein droit, le sein gauche je ne l'avais plus. Mais voilà, on avait planifié en avril 2024 cette petite opération. Et juste avant l'opération, on a constaté qu'à droite, il y avait une masse un peu suspecte. Donc les médecins ont décidé de profiter de cette intervention avec le transfert graisseux pour faire ce qu'on appelle une zonectomie. Donc on enlève une petite zone suspecte pour l'analyser. On fait ça, mais tout le monde me dit... Rassurez-vous, c'est certainement rien, voilà. Donc moi, j'espérais vraiment que tout se termine. J'espérais aller de l'avant. Lorsque je vais au premier rendez-vous, j'y vais très décontractée puisque tout va bien pour moi, il n'y avait pas d'infection ni quoi que ce soit. Donc j'étais avec l'infirmière qui était en train de commencer à me retirer les petits fils où on avait pris de la graisse. Et puis il y avait la chirurgienne qui était là, qui me disait « Ok, tout va bien ». Et puis, malheureusement, elle a eu la bonne idée, alors que ce n'était pas du tout son rôle et pas du tout à elle de le faire, de me donner les résultats de la zonectomie. Donc, j'étais debout, le pantalon baissé, avec l'infirmière qui me retirait les poings, avec cet autre médecin qui était dos à moi, mais moi je voyais l'ordinateur devant moi, et qui se retourne et me dit « Ah, c'est un cancer en fait à droite ». Donc là, je n'étais pas préparée du tout. Donc là, je dis bon, merci, au revoir, je m'en vais. Et voilà, c'est un peu un coup de massue encore. Qu'est-ce qui se passe en fait, sachant que peut-être tu l'as découvert après, mais les cancers du sein sont intimement liés à la maternité, à cette relation mère-enfant.
Là, tu te dis quoi? La vie ne te veut plus? Tu dois payer quelque chose? Qu'est-ce qui te vient en tête à ce moment-là? Je me dis, mais c'est pas possible, ça ne va jamais s'arrêter. Et pourtant, je fais tout pour aller bien. Je vais de l'avant, je travaille, je souris, je suis optimiste, voilà. Donc je comprends pas en fait, je ne comprends pas. Voilà. Et sur le moment, je me dis non, mais là je laisse tomber. C'est bon, on s'occupe pas du sein droit, hein, voilà. Bon, rapidement, je rentre chez moi, j'ai pleuré un petit peu et je me reprends, je me ressaisis, ok. Je vais à l'autre rendez-vous et je rencontre le chirurgien qui m'a retiré cette zone, qui est totalement désolé pour moi parce qu'il a su que j'avais eu ces résultats. Et bref, et du coup là, on retire le sein droit. Voilà, pour faire bref, on retire le sein droit parce que il y a trop de risques en fait, le cancer se propage, donc on prévoit l'intervention. Voilà. Tu es un robot là? Oui, je suis un peu comme un robot, je me dis, allez, tu continues. Et on y va. Et ok, on enlève le sein droit. Et je sens cette force quand même, hein, qui est là en moi. Tu la sens? Ouais, là je la sens vraiment et je me dis, on y va, on continue. De toute façon, cette force-là, mine de rien, elle a toujours été en moi depuis petite. Oui, mais quand tu te vois quelques jours plus tôt à regarder dehors en se disant, est-ce que finalement, j'ai pas envie de sauter, est-ce que finalement ça sert à quelque chose? Et tu te dis quoi? L'espoir. Mais on le trouve où cet espoir? Il y a des gens là qui vivent la même chose que toi et qui vont se dire ok, c'est très bien, c'est super. Moi, je peux pas, je sais pas. Je fais comment? Aide-nous, Sabrina. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que si je parle de ce que j'ai ressenti, je dirais qu'il faut toujours... Alors, il faut, non, déjà, je vais retirer ça parce que je n'aime pas quand d'injonction. Je déteste ça en plus. Personnellement, j'ai la grande chance d'avoir toujours cette petite flamme en moi. C'est comme si j'étais pas toute seule en moi et qu'on me disait « vas-y, continue » parce que la vie mérite d'être vécue et que même si tu vis des choses hyper compliquées, les plus dures possibles, que tu es au fond du gouffre, il y a toujours, à un moment donné, une petite étincelle qui permet de reprendre goût à la vie et d'y croire et de se dire mais peut-être que ça va s'arranger. Et ça, tu t'en es rendu compte au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et tu penses que ces épreuves-là terribles étaient là aussi pour t'ouvrir les yeux sur ce que tu ne voulais pas encore voir. La montre qui te dit barre-toi, barre-toi, tu es en train de mourir à petit feu. La main que tu effleures sur ton sein qui te dit hey, oh, prends soin de toi, là tu es en train de partir. C'est ça en fait? C'est ça, exactement. En fait, j'ai eu plein de petits signes mais que je n'ai pas vus tout de suite. En tout cas, je n'ai pas pris l'ampleur des signes hyper importants qu'on m'envoyait. Parce que j'étais tellement dans cette douleur par rapport à l'absence de ma fille, j'avais la tête dans le guidon entre devoir travailler, quand même avoir un revenu pour élever mon fils, être là pour lui, être là aussi pour ma mère qui n'est pas en bonne santé et pouvoir être là pour l'aider, voilà. Il y avait tout ça. Et donc, tous ces petits signes qu'on m'envoyait, je les voyais, mais j'en prenais pas assez conscience. Et quand le cancer est revenu une première fois, puis une deuxième fois, alors là, j'ai dit ok. La vie te disait, elle n'a pas compris. Exactement. La vie s'est dit, non, mais elle n'a pas assez compris, là, on va lui en remettre une petite couche. Voilà. Et là, j'ai compris. J'ai compris. Et ça m'a permis, en fait... T'as compris quoi? J'ai compris qu'il fallait que j'arrête et que je m'occupe de moi, qu'il fallait que que j'ai un peu plus d'estime de moi, qu'il fallait que je prenne conscience que j'étais pas si nulle que je le pensais et que j'avais le droit de parler. Et j'avais le droit d'être là, en vie, et de donner mon opinion sur certaines choses, et tout simplement de vivre, en fait. En fait, j'avais le droit, j'avais une place. Ce sentiment que tu as eu dans cette chambre d'hôtel, là où tu disais que tu avais l'impression de t'enfoncer. C'était ma chambre chez moi, en fait. Ta chambre chez toi. Tu avais l'impression de t'enfoncer, en fait. C'est ça que la vie te disait? Non. Tu ne t'enfonces pas, je veux que tu remontes. Oui, c'était un peu ça, mais c'était surtout... oui, c'est ça, t'as pas vu encore avec tout ce qu'on t'a envoyé comme signe, ce premier cancer, ce second cancer, tu n'as pas compris encore. Ah ben, on te remet un petit troisième et là, tu vas comprendre. Je l'ai senti comme ça. Et ce troisième où on t'enlève le deuxième sein. Voilà. Et je l'ai pas vécu du tout de la même façon, l'intervention. C'est-à-dire que la mastectomie
droite, je l'ai mieux vécu que la gauche, parce que la gauche, c'est comme si vraiment on me l'imposait et que c'était vraiment pas juste. À droite, ok, le cancer s'était propagé. Mais comme j'avais déjà vécu une première fois, je savais comment ça allait se dérouler, et là, c'est comme si je l'acceptais mieux. Voilà. Donc déjà, il y avait... ça s'est passé dans des conditions différentes. Donc, plus de sein. Tu te retrouves devant ta glace. Alors là, par contre, c'est pas si évident. On rentre à la maison. Alors, déjà à l'hôpital, avant de sortir, on reste quelques jours. Bon, on nous fait les pansements. Je ne regarde pas parce que je ne suis pas encore prête à regarder. Même pour le premier, hein, voilà, j'ai mis du temps. Mais quand je rentre chez moi, il y a les infirmières qui viennent tous les jours refaire le pansement. À chaque fois, je dis, bon, cette fois-ci, je vais regarder. Puis, je ne suis pas prête. Et au moment, en fait, où je regarde, c'est quand je suis toute seule. C'est-à-dire que c'est vraiment le jour où les pansements ont été faits et refaits et qu'on ne doit plus mettre de pansement, il faut que ça reste à l'air libre. Et ce jour-là, eh bien, je suis chez moi. Je suis assise sur mon canapé, donc je ne suis pas devant un miroir. Je respire fort et j'enlève les pansements. Donc, je suis toujours en Auvergne. Et je vais devant mon miroir et je regarde. Et là, waouh, c'est dur. C'est dur parce que quand les infirmières vous disent « Ah, elle est belle la cicatrice, vraiment !» et que vous regardez qu'est-ce qu'on appelle beau, parce que franchement, c'était pas génial. Mais c'était tout frais, donc forcément... donc c'était quand même très dur, sincèrement, de voir ces cicatrices-là. La reconstruction, elle était plus d'actualité sur le moment. Donc pour le moment, je me retrouvais donc en Auvergne avec ces cicatrices et pas de reconstruction envisageable, voilà. La vie te dit quoi là? Que tu es devant ta glace, alors, femme, maman, oh là là, sans cet attribut typique de la maman. Qu'est-ce que tu... C'est très compliqué pour être tout à fait honnête parce que là, on ne sait plus trop qui on est. Est-ce que je suis encore une femme? Là, j'ai plus de seins. Les cheveux sont tombés. Alors ça aussi, c'est une étape extrêmement compliquée. En tout cas, pour moi, ça l'a été, évidemment. J'avais les cheveux quand même plus longs. Ils sont tombés très, très vite après la première chimiothérapie. Je suis allée, donc par poignée, je suis allée donc chez le coiffeur pour les raser totalement. Là aussi, c'était une étape importante. Je suis allée... alors, c'était très... Enfin, ça aussi, c'était l'étape. Bref, on me rase les cheveux, la coiffeuse d'une gentillesse incroyable. On pleure un petit peu ensemble. Je m'arrête avant de rejoindre ma voiture dans une petite église pour rester quelques secondes. Je ne sais pas trop pourquoi, sincèrement, mais ça m'a fait du bien. Bref, les cheveux, on se retrouve devant la glace avec les grosses cicatrices, le crâne chauve. Voilà, et on se dit, il faut continuer à avancer. Mais j'ai toujours cette force qui est en moi. Voilà, je me dis, avance parce que une petite voix qui me dit, il faut y croire encore parce que peut-être il y a des choses qui vont arriver. La vie est pleine de surprises et elle mérite probablement de continuer. Elle mérite qu'on avance. Et depuis que je suis de retour donc à Royan, je revis encore plus, quoi. C'est-à-dire que j'ai retrouvé l'océan, je me ressource, je fais plein de balades. Et aussi depuis, je suis rentrée dans une association, si je peux citer le nom, c'est les Boops, voilà, Saint-Georges, où on fait beaucoup d'activités. Boops pour les seins. C'est ça. Donc, il y a du sport, mais aussi de la sophrologie, enfin, vraiment... J'ai l'impression que là, la vie te donne la possibilité de reprendre vie à travers ce maillage d'hommes et de femmes qui vont te faire comprendre que peu importe que ton image physique ne corresponde pas tout à fait à ce qu'on donne aujourd'hui à voir et à penser sur la femme pulpeuse avec des seins, avec des cheveux, etc. Là, on est en train de te dire, mais cherche-toi au fond de toi, en fait. Oui, tant que tu ne te seras pas trouvé toi-même et accepté et aimé. Oui. Et c'est là qu'elles arrivent, tes sœurs d'écriture. Et c'est là où je tombe donc sur cette vidéo
de l'association Sœurs d'Ancre qui propose ces tatouages. Et là, je suis mise en contact avec la personne qui est en charge donc, de faire les dossiers et on m'attribue donc une tatoueuse qui s'appelle Laure parce que ce sont des tatoueuses bénévoles dans toute la France qui se déplacent à l'occasion d'Octobre Rose, voilà. Et donc une fois par an, il y a une journée qui est consacrée pour les tatouages. Et donc je suis mise en relation avec Laure, qui habite à Nantes, et en visio. Et là, on échange une première fois, donc c'était juste avant l'été donc 2025, et elle me demande ce que je veux comme dessin, comme tatouage. Et donc là, évidemment, je me dis, oh, mais moi je ne connais pas les tatouages, je me dis, est-ce que ça serait possible de faire un livre? J'aimerais beaucoup l'océan, j'aimerais beaucoup le soleil, j'aimerais beaucoup qu'il y ait 2 étoiles pour représenter mes enfants, des petits livres qui s'envolent en forme de, enfin des oiseaux en forme de livre. Elle me dit, écoute, je vais dessiner tout ça et je reviens vers toi dans quelques temps. Et donc il fallait que ça soit avant octobre et on était juste avant l'été. Donc elle avait un peu de temps pour préparer ce dessin. Ok, donc on a repris contact donc, vers la fin de l'été. Et là, je me souviendrai toujours, c'était magique, puisque, pareil en visio, elle me dit, voilà, j'ai terminé le dessin. Par contre, elle me dit, tu peux me dire si tu veux une modification, vraiment, il n'y a aucun souci. Ok, je suis prête, je suis devant l'écran, j'attends impatiemment. Et quand je découvre le dessin, mais là, c'est comme si elle avait exaucé mon vœu, mais encore plus que ce que j'aurais pu imaginer, quoi. Tu te projettes déjà? Ah mon Dieu, oui, c'est comme si déjà il était sur moi. C'était comme si... Alors qu'on ne se connaît pas, en fait. Elle et moi, on se connaît très peu, finalement. Elle a vraiment... je lui ai juste dit, comme ça, voilà, j'aimerais ça, ça, ça. Et elle a réalisé exactement ce que je voulais. Et pour moi, c'était déjà une étape de franchie. Voilà. Et le jour J? Alors, le jour J, c'était vraiment un jour particulier et unique, puisqu'on est arrivé, c'était à Bordeaux, on est arrivé dans cette grande salle, dans un hôtel, il y avait une grande salle qui était dédiée donc, pour ce tatouage. Donc là, on se retrouve entre femmes, une vingtaine de femmes qui viennent, comme moi, se faire tatouer, de tout âge. Hein. Là, je reconnais ma tatoueuse et on se prend dans les bras. Donc là, les émotions, waouh! Il y avait une atmosphère vraiment particulière. Hein. Donc il y avait la fondatrice, Nathalie Caïd, de l'association. Il y avait toutes ces tatoueuses, enfin, toute cette générosité incroyable. Et c'est vrai qu'avant de faire ce tatouage, quelques personnes m'avaient dit « Oh là là, tu vas voir, ça fait super mal, mais t'es sûre, mais t'as jamais eu de tatouage, mais est-ce que tu crois vraiment ?» Et j'avais cette conviction que ça irait très bien. Parce que j'étais tellement prête dans ma tête à faire ce tatouage que pour moi, il était déjà sur moi et que j'avais même pas peur d'avoir mal en fait. Pourtant, il est imposant, hein. Il prend quand même la totalité du thorax. Donc voilà, le tatouage commence et là, il y a une espèce d'osmose, je ne sais pas comment dire, avec cette tatoueuse où on n'a presque même pas besoin de se parler. J'ai mon petit écouteur là, à ma musique, j'avais mis Norah Jones, c'est le premier album parce que ça m'apaise tellement. Come away with me. Exactement. Donc là, j'écoutais en boucle et elle me tatouait et déjà j'avais l'impression qu'il y avait une métamorphose qui était en chemin. Après, on n'avait pas le droit de se regarder avant que ce soit totalement terminé. Ça durait 5h30 quand même. Est-ce que tu es consciente à ce moment-là qu'elle est en train d'écrire tes mots? J'ai vraiment cette conscience qu'il se passe quelque chose de fort. Oui, c'est vrai. Mais c'est au moment où c'est terminé et où on nous place devant ce grand miroir et on se découvre d'abord seul, après on se met à côté de la tatoueuse et on fait donc des photos, etc. où je découvre ce tatouage-là. Alors là, je l'aime. D'ailleurs, ma tatoueuse l'a dit, mais c'est incroyable le changement qui s'est produit en toi en 2 secondes. J'ai levé la tête, j'ai souri et j'étais moi. Ça y est, j'étais moi. C'est comme si, finalement, si on me proposait aujourd'hui de me redonner mes seins,
j'en veux plus. Moi, je suis moi, enfin, ça y est. Parce qu'il y a ce livre et que c'est moi. Et vous voyez, quand j'en parle là, ça me fait presque... j'ai l'impression que mes cellules me disent oui, t'as raison. On est en accord avec ce que tu es en train de dire. Il dit quoi ce tatouage? Il dit quoi? Il dit que j'ai le droit d'être moi, j'ai le droit de parler et j'ai le droit de dire qui je suis. J'ai le droit d'écrire mes livres et j'ai le droit d'en parler. Et j'ai plus à avoir honte. Et même si je suis pas parfaite, on s'en fiche. Et même si mes cheveux repoussent difficilement, même si j'ai vécu tout ce que j'ai vécu, même si mon parcours a été très compliqué par rapport aux enfants, par rapport aux échecs, etc., je m'autorise enfin à ne plus avoir ni honte, ni avoir cette culpabilité écrasante qui me pourrissait l'existence. Je suis un être humain, j'ai eu mon parcours, j'ai fait des choix qui n'ont pas été forcément les bons, mais c'était mon destin en fait, c'est comme ça. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et la parole d'aujourd'hui, je sais qu'elle est super importante là parce que il y a eu quand même 2 récidives. Et pour pas qu'il y en ait encore une autre, le fait de parler aujourd'hui donne un signal, j'en suis persuadée, à mon corps pour dire que, ok, maintenant il n'y en aura pas une autre récidive parce que enfin tu t'autorises à parler, à être toi-même. Et on s'en fiche de ce que les gens vont penser. Parce que quoi qu'on fasse dans la vie, de toute façon, on est critiqué, on est bien d'accord. Donc, autant être soi-même. Donc, je suis imparfaite, j'ai la vie, le passé que j'ai, mais je suis encore là. Et surtout, j'ai l'espoir, je reste en vie aussi, ça m'a aidée aussi parce que j'ai toujours l'espoir de revoir ma fille, évidemment. Quand j'ai eu la récidive, je me suis dit, mais non, vous n'allez pas m'enlever cet espoir de revoir ma fille, c'est pas possible, j'ai tenu jusque-là. Mais là, je suis encore là. Et je souris et je rencontre de super belles personnes, dont vous. Mais tellement de belles personnes que la vie, même si on est au fond du trou, même si on pense que tout est terminé, en fait, il faut toujours se dire, mais vraiment qu'il peut se passer des choses tellement belles après, on n'a pas aidé. Si on lève la tête, qu'on sourit, qu'on regarde un petit peu différemment et qu'on regarde aussi de l'extérieur aussi. Parce que quand on est avec plein de soucis, on ne se rend pas compte parce qu'on doit gérer tellement de choses, c'est horrible. Et si on arrive à se détacher, à se mettre un petit peu à l'écart et regarder la situation, on dit ok, il se passe ça, mais il y a peut-être des belles choses qui vont arriver. Donc moi je reste en vie parce que là, on ne pourra jamais dire que je ne suis pas patiente parce que je suis super patiente, que personne ne me dise que je ne suis pas patiente. Et je ne veux pas obliger ma fille à revenir vers moi parce que j'ai déjà essayé, ça s'est très mal passé. Si ça vient d'elle, voilà, là, je serai là. J'ai l'œil gauche qui pleure. Je serai là, toujours les bras ouverts, et puis je pourrais lui dire à quel point je l'aime et que je l'ai toujours aimé, et que le plus important pour moi aura toujours été dans tous les cas qu'elle soit heureuse. Et je suis même jusqu'à me dire que même si je meurs un jour sans l'avoir revue, évidemment, j'en serais vraiment très triste, mais l'important pour moi, c'est qu'elle soit heureuse et qu'elle ait une jolie vie. Et tant pis, parce que ça aurait été le destin, ça aurait été comme ça. Tu ne l'as jamais revue? En fait, après, depuis, non, je ne l'ai jamais revue. Et je pense qu'il lui faudra beaucoup de temps encore. Là, elle va avoir 19 ans, le 21 mars. Déjà, j'attendais les 18 ans, je me disais, comme dans ma tête, c'était une espèce d'étape virtuelle, là. Mais en fait, je me dis, parce qu'évidemment, j'ai envie de prendre ma voiture là et d'y aller. J'ai envie de me présenter à elle, j'ai envie d'y aller. Mais mon instinct, là, parce que maintenant, j'écoute mon instinct. Parce que jusque-là, j'avais tellement peu confiance en moi, et on me disait tellement que j'étais nulle et pas assez bien, que tout ce que je pensais que c'était nul, donc j'allais de l'autre côté. Donc je prenais que des mauvaises décisions. Aujourd'hui, j'écoute mon instinct, et ça me va plutôt bien. Et du coup, mon instinct me dit de ne pas y aller maintenant. Parce que certes, elle a 18 ans, bientôt 19,
Mais je pense qu'elle n'est pas encore prête. Et je ne veux pas la brusquer parce que la pauvre, je veux pas, elle a déjà vécu des choses assez complexes. Je ne veux pas m'imposer à elle. Par contre, je serai là. Et je serai là, voilà. Même si c'est pour me dire, même si c'est pour de la colère qu'elle a à déverser, je serai là. Je suis prête aujourd'hui, je n'étais pas prête avant. Aujourd'hui, je suis prête. Même si elle vient vers moi et qu'elle me dit « t'es la plus terrible des mamans, tu m'as abandonnée », je serai là. Je suis prête. Voilà. Mais je ne veux pas lui imposer quoi que ce soit. Donc, il faut que je reste en vie jusqu'à ce qu'elle veuille un jour peut-être venir vers moi. Te donner la parole et l'illustration même de ce que nous souhaitons créer et ce que nous avons créé ici. Et je souhaite que tes mots lui parviennent à cette jeune fille qui a une maman incroyable. Et je souhaite que tes mots parviennent aussi à celles et ceux qui nous écoutent et que ce soit comme un raz-de-marée d'amour, d'espoir, de foi, de croyance, parce que tes mots me percutent. Je suis sûre que dans la pièce, ça résonne. J'en ai des frissons et des larmes aux yeux et je me dis mais toi tu ne pleures pas donc je n'ai pas le droit de pleurer et en même temps c'est pas grave. J'ai tellement pleuré. Si ça sort, c'est... ce que je veux que vous compreniez, et c'est peut-être aussi toi qui vas nous le dire en termes de conclusion, c'est que même quand tout paraît désespéré, même quand la mort semble là, la vie est plus forte que tout. L'amour est plus fort que tout. Oui, et l'amour pour ses enfants et l'amour, voilà, en règle générale, je pense, est plus fort que tout. Et la vie mérite d'être vécue, même s'il nous arrive plein de choses compliquées, vraiment. Ça a du sens, en fait. Ah, ça a beaucoup de sens. Et il aura fallu que je vive tout ça pour comprendre. Alors, voilà, ça s'est passé comme ça pour moi, mais tout a un sens pour moi. Et t'éveiller aussi peut-être à une autre réalité, c'est ce que tu nous as un petit peu expliqué en filigrane, c'est-à-dire que tu avais des signes que tu ne prenais pas le temps de voir, et tu les vois de plus en plus. Je les vois de plus en plus. Ton intuition déjà. Oui. Et quoi d'autre? Il y a beaucoup de choses là qui s'ouvrent en fait. J'ai des flashs depuis quelque temps. J'entends des choses aussi depuis quelque temps. Ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive là de temps en temps. Comme une clairvoyance, une clairaudience aussi, c'est ça? Oui, tout doucement, voilà, des petites choses. Je ne veux pas forcément les développer parce que ce n'est pas mon objectif. En fait, oui, ce qui me tient à cœur là aujourd'hui, c'est donc maintenant de continuer à écrire parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a maintenue en vie, qui m'aide tous les jours. Et c'est ma passion, c'est comme ça, voilà. Mais maintenant, j'écris sur les gens qui aident les autres. C'est-à-dire, je veux absolument servir à quelque chose. Et je me dis, voilà, je rencontre des personnes qui aident les autres, donc je vais écrire leur vie. Donc là, j'écris sur une sophranalyste, par exemple. Voilà. Donc, elle me raconte toute son histoire, et on a bientôt terminé le livre, et voilà. Et je vais continuer comme ça, j'ai envie de faire ça. Tu sais, nous avons reçu Pierre Yonaz, qui est l'un des plus grands médiums. Ah oui, tout à fait, ouais. Et qui nous a fait l'honneur de venir témoigner de son histoire dans le fauteuil d'Entre vous et moi. Et figure-toi que lui-même nous a expliqué que chacun d'entre nous est médium à notre façon. Que ça n'est pas un don. Ce sont des capacités que nous avons en nous et que nous écoutons ou pas, que nous nourrissons ou pas. Et souvent, c'est en raison ou grâce à la douleur, aux épreuves, à la souffrance, que ces sensations-là, que ces clairvoyances-là, que ces clairaudiences-là éclosent en fait. Et c'est peut-être ce qui t'est arrivé aussi. Je pense que oui. Je pense que c'est toute cette douleur et ces cancers qui ont fait... Parce que pour le premier cancer, j'avais déjà des petits signes, mais je les balayais, je ne faisais pas attention. Mais ça a commencé là, effectivement. Dans le plus grand malheur naît souvent le plus beau des bonheurs. Et oui. Alors peut-être que justement, dans ta vie que tu es en train d'écrire à nouveau, eh bien c'est toi cette fois-ci qui vas l'écrire avec une fin que tu auras désirée. Je le souhaite, en tout cas je vais faire de mon mieux pour la suite de cette vie. Et si je peux aider ne serait-ce qu'une femme
qui se retrouvent dans ce genre de situation compliquée. Vraiment, le message, c'est garder espoir parce que tout peut arriver encore et il y a de jolies choses à vivre encore et de belles rencontres à faire. Et vous êtes peut-être cette femme-là. Un mot, ton mot préféré? Mon mot préféré, c'est soleil. Moi, c'est soleil. Celui que tu détestes? Abandon. Ton gros mot préféré? Merde, tout simplement. Merde au cancer. Oui, merde au cancer, oui. Ta chanson préférée? Il y en a beaucoup, mais celle qui me touche le plus, peut-être, ce serait Stand By Me. Et si tu le souhaites, je te propose d'envoyer un message à ta fille. Alors là, Mary, comme je t'appelle, je veux que tu saches que je ne t'ai jamais abandonnée, que je t'ai toujours aimée et j'aurais voulu te garder auprès de moi. Que j'ai pas été assez forte. À ce moment-là, je n'avais pas les armes. Je n'ai pas eu la force nécessaire pour m'imposer en tant que maman. Et je voulais juste te dire que je t'aime et que je suis là si un jour tu souhaites venir vers moi. Et même si tu veux déverser ta colère, ce que je peux comprendre parce que tu ne sais pas tout, je serai toujours là pour t'accueillir. Et j'espère sincèrement que, parce que mon cancer est quand même à haut risque de récidive métastatique, donc je croise vraiment les doigts pour que je puisse être là le jour où tu souhaites, peut-être un jour. Voilà, qu'on passe de bons moments, mère-fille, parce que j'ai toujours voulu une fille et que tu es tellement magnifique et je te souhaite tellement de bonheur. Voilà, je t'aime très fort et je t'ai toujours aimée. Voilà. Merci Sabrina, merci beaucoup du fond du cœur. Merci à toi, merci à toute l'équipe. Et aujourd'hui, c'est vraiment le jour de la libération de la parole. Merci. Merci infiniment, merci à vous d'être là et d'être témoin de ces renaissances. Et j'ai hâte que ta belle fille puisse lire un jour ton livre, celui-là. Merci. Du cœur, merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Alors que cette émission s'achève, je reprends les mots de Louis Chédid qui les laisse si délicatement virevolter dans sa chanson. Avant de nous dire au revoir, avant que sur notre histoire le rideau tombe, je veux déclarer à tout ce petit monde qui m'entoure, la vie serait d'un sombre sans vous autour. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime. On ne leur dit jamais assez que sans eux, sans elles, on ne serait même pas la moitié de nous-mêmes. Alors sur Entre vous et moi, nous vous le disons, nous vous aimons et vous remercions si fort d'être là fidèles à notre chaîne grâce à vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Et vous pouvez soutenir notre chaîne en laissant un don dans le lien en description sous cette émission. Merci.